Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 31 août 2025. Aujourd'hui, c'est un Web Journal un peu dark, Alexis. On s'en excuse, mais il faut faire ça une fois de temps en temps. C'est du bien et du... tu sais, c'est un Web Journal, c'est comme un film. On va passer par la gamme des émotions. Et donnez-moi un pouce en haut pour le son, l'image. Et donc, on va parler beaucoup de santé et d'immigration, en fait. Il se passe des choses incroyables en santé et je pense, quand je vois tout ce que RFK fait en santé, c'est honnêtement, je l'ai déjà dit en ondes d'ailleurs, ce gars-là est vraiment mon héros. Ben, je veux dire, mon héros, il surpasse mes attentes et je l'ai déjà dit, hein, je le prendrais comme président immédiatement après Trump. Donc, il surprend avec tout ce qui se passe récemment. Il y a comme juste cette semaine, il y a comme plein de nouvelles en santé. On va faire ça. Il est en train, c'est ce que j'ai appelé le Waterloo de l'establishment médical. On n'aura jamais, en un siècle, depuis que les Rockefeller ont commencé à s'impliquer dans la santé et puis les médicaments et tout, au début du 20e siècle, on n'aura jamais vu un retournement comme celui qu'on voit en santé présentement. Et j'ai toujours cette pensée pour... je suis nerveux. J'ai toujours cette pensée pour ceux qui ont dénigré RFK dans les premiers mois de son arrivée sur place parce qu'il n'avait pas interdit immédiatement la première semaine les vaccins ARN. Vous comprenez? Et là, il avait trahi et c'était... on va voir un peu le combat administratif qu'il mène pour la santé des Américains. Donc, j'ai un segment là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé dans les questions, les commentaires, en messages privés, etc., de parler de suppléments, de trucs que je prends, des trucs comme ça. Étant donné qu'on fait un spécial sur RFK, je vais avoir une petite section où est-ce que je parle. Je vais parler je vais peut-être comme introduire ça. Donc, il va y avoir un segment sur... on va focuser plus sur l'énergie cellulaire, l'énergie générale. Puis après ça, on fera peut-être d'autres segments sur d'autres choses. On fera peut-être... bon, en tout cas. Et après ça, on va parler d'immigration parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a l'image de cette jeune fille qui a fait le tour du monde, qui devait se défendre seule contre des migrants qui essayaient de l'agresser, elle et ses sœurs. Et elle a sorti des armes. On est rendu là en Angleterre. On est rendu au point où les jeunes filles de 13 ans doivent porter sur elles des armes pour se défendre parce qu'il y a une épidémie de viol. Ce sont des centaines de milliers de jeunes filles qui se font violer en Angleterre. C'est des chiffres qui sont sortis au Parlement. C'est des chiffres qui sont comme vérifiables. Et c'est comme ça par tous les crimes. On en a parlé à plusieurs reprises à Radio-Québec. On en a parlé l'été dernier lorsqu'il y avait les émeutes en Angleterre contre... ces trois jeunes filles qui ont été poignardées à mort. Il y avait eu des émeutes énormes et le gouvernement anglais incarcérait les gens qui faisaient des posts Facebook au lieu d'aller à la racine du problème. Ils ne réduisent pas l'immigration. Et là, ça n'arrête pas d'augmenter, c'est-à-dire qu'on s'en va vers une espèce de clash, un clash des civilisations, puisque nos gouvernements ont décidé de mélanger au sein d'un même territoire législatif plusieurs civilisations incompatibles. Et si à un moment donné, il y a eu cette possibilité le rêve un peu soralien d'égalité et de réconciliation, ça aurait été possible. C'est peut-être toujours possible, mais c'est possible à partir du moment où on arrête l'immigration. Est-ce qu'on arrive à un degré d'immigration zéro? Et à partir de ce moment-là, on peut se parler et puis arriver à de l'égalité et réconciliation. Mais si les portes continuent à être ouvertes et si on continue à subir un déluge migratoire, là, on s'en va vers autre chose complètement. On s'en va vers, des révoltes. Et là, en Angleterre, il y a plein de révoltes. Ça continue les marches contre l'immigration. Le leader populaire, Tommy Robinson, tient un gigantesque rallye le 13 septembre justement contre l'immigration de masse. L'Angleterre se mobilise, c'est pas juste l'Angleterre, c'est l'Australie aussi qui se mobilise. Au Québec, on a un problème de prière de rue devant la basilique Notre-Dame à Montréal. Ils vont s'installer juste devant la plus grosse église de Montréal, puis font leur prière de rue sur place. Et donc, là maintenant, il y a des contre-manifestants, des nationalistes québécois qui vont sur place. Et ça a remonté jusqu'au gouvernement. Et
tout ça coïncide, c'est-à-dire le gouvernement Legault dit on va peut-être bannir les prières de rue, point. Et puis aussi, ça coïncide avec la sortie du livret sur la laïcité. Mais tout ça, on doit voir encore une fois. C'est quoi? Il y a encore une fois anguille sous roche, et on va regarder ça à Radio-Québec, on va regarder qu'est-ce que ça, de quoi ça retourne, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que ça implique et tout ça. Donc, santé et immigration, surtout, dans les autres nouvelles, il y a George Soros qui a été pointé du doigt par Donald Trump. George Soros qui est responsable en grande partie de ces... On en a parlé dans le web journal Alligator Alcatraz, qui est en partie, qui a, dès le début des années 90, formulé la théorie de la société ouverte et sommé ou a comme suggéré à l'OTAN de prendre la responsabilité d'ouvrir les sociétés, finalement de les détruire, hein, parce qu'une société ouverte, ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas survivre. La culture va être détruite et ça nous amène justement au clash des civilisations. La société ouverte nous amène à ça. Et donc, ça a toujours été l'objectif. Et donc, mais là, Trump qui le pointe du doigt, il est impliqué dans le renversement de gouvernement, de révolution colorée. Aux États-Unis, il a participé, c'est les courriels dans l'annexe Durham, le rapport Durham, les courriels de l'annexe Durham montrent que la Fondation George Soros est impliquée dans le coup d'État contre Trump, c'est-à-dire la campagne d'Hillary Clinton correspondait avec un responsable de la Open Society Foundation de George Soros, coordonné avec lui pour framer Trump, pour inculper Trump, et il est aussi impliqué dans dans toutes sortes de manifestations. C'est lui qui paye les manifestants, sa fondation. En fait, c'est ce qui est allégué. Et là, Trump dit justement, Trump menace de poursuivre George Soros, souvent la cible de la colère de l'extrême droite, parce qu'il... c'est ça, donc tout ce qui va à l'encontre de la société ouverte et ce que Trump essaie de faire, mais c'est compliqué avec George Soros parce que j'ai déjà dit, et là les gens me trouveront bizarre, j'ai déjà dit à plusieurs reprises dans les webjournaux que je pensais que George Soros avait été arrêté aux alentours de peut-être décembre 2017. Et début 2018, il y avait des messages qui allaient dans ce sens-là, et puis qu'il avait été, qu'on l'avait comme, qu'on le tenait, tu vois, comme un peu comme d'autres, comme Robert Mueller, etc., parce qu'il avait fait, j'ai expliqué ça à plusieurs reprises en 2018 et 2019, etc., il avait fait des sorties publiques qui allaient exactement dans le sens de Donald Trump. Il était ouais, c'est ça, avec les caravanes de migrants et tout, parce que je ne veux pas refaire le cas George Soros ici, mais pour moi, c'est pas entièrement certain, là, mais dans la logique des personnes qui sont contre toi, que tu veux les retourner, les contrôler, les utiliser à ton avantage, plutôt que de les détruire, c'est ce que j'ai expliqué dans les web-journaux précédents, eh bien, George Soros, c'est une des pièces maîtresses à retourner, comme le PDG de BlackRock, etc. Et donc, c'est ça. Donc, je dis que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je sais que les personnes qui se moquent de moi, disent « Avec Alexis, tout est contrôlé, etc. » Ouais, quand tu as un plan millimétrique mis en œuvre par des militaires, ouais, il n'y a pas grand-chose qui sont laissés au hasard. Dans une guerre de 5e génération, c'est qui que tu vises? Tu vises pas les soldats ennemis, tu vises pas... c'est qui que tu vises dans une guerre de 5e génération? C'est une guerre de perception. Donc, dans une guerre de 5e génération, dans une guerre hybride, dans une guerre de 5e génération, c'est des personnalités comme Larry Fink de BlackRock, George Soros, ce sont eux, ils sont des éléments déterminants dans la guerre de 5e génération, et tu ne veux pas les détruire, tu veux les retourner à ton avantage. Et donc, nécessairement, si des années à l'avance, avant une reconquête des institutions, tu te lances dans un plan... C'est d'abord un plan là, de reconquête des institutions, mais tu dis, lui, numéro 1, lui, numéro 2, il faut les retourner, on va l'utiliser comme ça, etc. C'est comme ça que tu fabriques ton plan. En tout cas, moi, c'est ça que je ferais. Ceux qui ne comprennent pas ça, heureusement, ne sont pas dans la game, ils ne sont pas des décideurs, puis ils n'ont pas été des concepteurs du plan. Si on se serait basé sur eux, on serait encore au 18e siècle. Mais voilà, où on serait encore prisonnier des mondialistes. C'est des gens qui sont facilement manipulables. Yuval Noah Harari disait « Les humains sont des animaux piratables. » Ces gens-là ont parti du lot. Et donc... le moment Waterloo de l'establishment mondialiste. Mais avant ça, je vais devoir faire un petit aparté sur Jean-Dominique Michel. Malheureusement, je sais que vous n'aimez pas ça.
Mais il va falloir le faire parce qu'il il surenchère, il continue à insinuer que Trump couche avec des petites filles et c'est extrêmement pernicieux son truc. J'avais fait une sortie contre Mike Borowski dans un des web journaux. Vous aviez pas vraiment aimé ça. Ben, en fait, certaines personnes, c'est pas tout le monde aime, c'est juste on se rappelle des commentaires. Mais à sa décharge, Mike Borowski a fait son mea culpa. Il a dit ouais, je me suis trompé. Il a pris en compte des éléments que les gens lui ont apportés. Puis il a dit je me suis trompé. Trump, tu sais. Et donc félicitations à Mike Borowski pour ce revirement, ce mea culpa, etc. C'est probablement un signe d'intelligence. Et donc, mais c'est pas le cas pour Jean-Dominique Michel qui a rejoint officiellement le camp des Black Pill. Et je vais devoir faire ça. Et donc, donnez-moi le 5 minutes qu'il faut pour le faire, là, parce qu'il faut que vous compreniez, étant donné que ça vient de notre camp, supposément de notre camp. Encore une fois, dans une guerre de 5e génération, qu'est-ce que l'ennemi fait? Ben, c'est qu'il essaye de retourner. Il fait exactement, c'est l'effet, c'est le contraire. C'est-à-dire que les mondialistes ont perdu à cause d'une stratégie de guerre de l'information sur Internet. Et donc, Trump qui essaie de revirer les Soros et les Larry Fink de ce monde, etc. Du côté des mondialistes, ce que tu veux faire, c'est retourner des influenceurs sur Internet. Et ça a l'air que Jean-Dominique Michel fait partie de ceux qui ont été retournés sur Internet avec ses propos. Et c'est extrêmement pernicieux, sa façon d'opérer, parce qu'il dit, genre, je ne suis pas dans la pensée sectaire, je me pose des questions, mais c'est tout à fait faux. Il fait des affirmations, il répond, il est extrêmement pernicieux. Et généralement, ce qui est dangereux avec ça, c'est que ça passe pour un certain nombre de personnes. Tu sais, des personnes très, très gentilles, là, que si tu leur dis n'importe quoi avec un sourire, ça va passer. Si tu montres que tu donnes la parole à tout le monde, ça va passer. Mais après ça, genre, le venin est rentré. C'est-à-dire que si tu veux empoisonner quelqu'un, hein, tu sais, du cyanure, tu ne mets pas du cyanure, tu ne veux pas que ça goûte le cyanure, tu veux mettre ça comme, tu veux ajouter un petit peu de sucre pour faire passer ça. C'est ça qui fait Jean-Dominique Michel. Il dit je me pose des questions. Mais c'est pas vrai. Il ne se pose pas des questions. Il affirme que Trump couche avec des petites filles, que Trump est un vote en guerre, etc., contre toutes les preuves. Et donc, il va beaucoup plus loin même que les médias traditionnels. C'est ça qu'on doit comprendre. Et donc, allons-y avec lui. C'est dans le dernier web journal, j'avais montré la photo de Jacques Villeray. C'était en fait François Pignon. C'est pas Jacques Villeray. Et j'avais fait la blague, est-ce que c'est le jeune Jean-Dominique Michel? Les gens m'ont dit ah, Alexis, tu t'es trompé. Comment? Je veux dire, un petit effort, la gang. Là. Je ne me suis pas trompé. C'était un clin d'œil. Mais là, on se pose quelle question? Je veux dire, quelle est allons-y comme ça, quelle est finalement la vraie nature de Jean-Dominique Michel? C'est Hannibal Lecter ou François Pignon. On voudrait que ce soit François Pignon. Vous me pardonnerez, cette gauche. On voudrait que ce soit François Pignon, mais ce n'est pas le cas. Et donc, on va faire ça avant de passer à RFK. On va aller à Jean-Dominique Michel. Je vais tout de suite... il faut le faire occasionnellement, comme je l'ai fait avec Mike Borowski, comme on l'a fait avec... Et là, les gens disent liberté d'expression. Liberté d'expression. Mais Alexis, il a la liberté d'expression. Ben oui, il a la liberté d'expression. Il peut dire ce qu'il veut, puis moi, j'ai le droit de répondre. Comme lors de la COVID, Olivier Véran avait la liberté d'expression. Il pouvait dire ce qu'il voulait sur la COVID et on pouvait le reprendre, n'est-ce pas? Même chose avec Horacio Arruda. Quand Horacio Arruda racontait des conneries, on le reprenait, on prenait ses clips, puis on le reprenait, et puis il y a la liberté d'expression. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, puis nous autres aussi, on peut dire ce qu'ils veulent. Mais quand quelqu'un dit de la bullshit au sujet de la COVID ou des choses comme ça, ou la petite Greta Thunberg, on la reprend, bien, on peut aussi reprendre Jean-Dominique Michel quand il raconte des âneries épouvantables. Oui, il n'y a pas de personne intouchable, et ça, c'est un truc dans la dissidence sur Internet. Là. Étant donné que quelqu'un a fait ses tenues debout durant la pandémie, là, tout d'un coup, on est du même camp. On n'est pas du même camp du tout. Il faut comprendre les différences. Et ça devient un personnage intouchable qu'on ne peut pas critiquer. Laissez-moi vous montrer comment ça va se passer. Premièrement, les gens, je vais vous donner des cas, genre dans un cas que j'ai bien vécu de retournement d'un média dissident lors de la campagne de 2015-2016. Donald Trump est rentré contre toute attente et c'est les médias alternatifs qui l'ont fait rentrer, des médias comme Breitbart News et The Drudge Report. The Drudge Report, OK? Drudge Report qui avait des dizaines de millions de vues par jour durant la campagne de 2015-2016. Il soutenait Trump et tous les journalistes allaient sur Drudge Report voir, c'est un agrégateur de nouvelles. Et c'est une des raisons pour lesquelles Trump est rentré.
Et qu'est-ce qui s'est passé en fin 2018, début 2019, je ne me rappelle pas exactement la date. Tout d'un coup, du jour au lendemain, Drudge Report a changé. Sa ligne éditoriale est devenue 100% anti-Trump. 100% anti-Trump. Hein? Et juste des mauvaises nouvelles sur Trump. Et Trump l'a dit en entrevue. Il dit, qu'est-ce qui se passe avec le Drudge Report? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a acheté, ils ont donné à Matt Drudge, le créateur du site, ils ont donné des dizaines de millions de dollars à Matt Drudge, étant donné que c'était un pion ou une pièce maîtresse dans la stratégie informationnelle. Ils l'ont littéralement acheté. Comme Trump veut acheter le Groenland, ils ont acheté Drudge Report et ils l'ont retourné en truc anti-Trump. Okay? Ils ont fait ça avec d'autres influenceurs. On en a déjà parlé. On pourrait parler de François Maléga ici, qui du jour au lendemain, qui était tout correct avec Trump, du jour au lendemain, a commencé à dire RFK fait partie de l'État profond. Mike Flynn, RFK, ils font partie de l'État profond, Trump est compromis, etc., etc. Du jour au lendemain, 3 semaines avant l'élection, même chose avec Amélie Paul, qui disait que RFK était contrôlé par Pfizer. Elle a changé sa ligne du jour au lendemain. Ils sont tous pareils, ils sont tous... je sais que vous n'aimez pas ça quand on va là, mais il faut y aller parce que sinon, vous êtes naïf. Vous faites bourrer par des personnes avec un sourire. Et c'est pas parce que quelqu'un s'est fait un nom durant la COVID, y compris moi. C'est pas parce que quelqu'un s'est fait un nom durant la COVID que vous devez... qu'on lui doit... qu'on doit le croire sur parole jusqu'à la fin, qu'il n'est pas retournable. Ces gens-là ont fait des 180 degrés. Comme Drudge Report, exactement comme Drudge Report. Et comme je l'expliquais, c'est ça, c'est le camp d'en face aussi veut retourner nos pions, les influenceurs, etc. Puis on l'a remarqué. Okay? Donc, liberté d'expression, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, on a le droit de critiquer comme on critiquait durant la COVID. Et 2, on n'est pas dans le même camp. Il y a des personnes dans notre camp qui se font retourner, comme il y a des personnes dans le camp d'en face qui se font retourner. Et vous devez voir ça. Troisièmement, sur le langage, des fois, il dit il faut être respectueux, il ne faut pas utiliser de gros mots, etc. Qu'est-ce que vous pensez de Trump? La façon de faire, c'est-à-dire à un moment donné, quand on disait Arruda, il faut brasser la cage, c'est des salopards, etc. En 2020, c'est devenu comme une espèce de... à un moment donné, il faut que les gens le ressentent, là. Il faut qu'ils... si tu parles toujours poliment et tu élèves les autres, les gens restent assis sur leur cul et ils ne voient pas, ils restent dans leur confort, etc. Et donc, aux États-Unis, ils sont agressifs verbalement. Et c'est pour ça qu'ils sont capables de battre les mondialistes. Tant qu'on va rester dans notre politesse francophone, on va rester assis dans notre confort et il ne va rien se passer. Éventuellement, il faut brasser la cage et dire les vraies choses. C'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, il nous dit, je veux juste pointer certaines choses du doigt. Je m'excuse encore une fois. Premièrement, lui-même, dans certaines de ses réponses, il est extrêmement acerbe sur Twitter. Il a un visage à la caméra, c'est-à-dire quand il fait des lives, il est très doucereux. Il invite Sylvain Laforêt, il invite Stanislas Berton. Puis après ça, sur Twitter, c'est tac, 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 tac. Il démolit, il n'entend rien. Et donc, on doit se poser la question à savoir s'il y a un agenda politique. La question que je pose ici, c'est est-ce que c'est le François Pignon de la dissidence? Je ne pense pas que ce soit le François Pignon de la dissidence. Je pense que c'est bien pire parce que François Pignon est simplement innocent, il ne comprend pas le contexte. On pourrait dire Jean-Dominique Michel ne comprend pas le contexte, mais c'est pas ça du tout. Et ça va beaucoup plus loin que ça, son truc. À titre d'exemple, Patrick Cohen, la semaine dernière, lors de sa rentrée, se posait la question à savoir, un Trump français est-il possible? Et disait que Trump était une menace à la démocratie. Eh bien, Jean-Dominique Michel va beaucoup plus loin que ça. Il va insinuer que Trump était le meilleur ami de Jeffrey Epstein et qu'il, je veux dire, il le fait pernicieusement. Il dit... pour commencer à comprendre que Cossette est peut-être à côté de la plaque, il faudrait quoi? Que Trump viole une mineure en direct. Il faudrait que Trump viole une mineure en direct. Il fait ça regardez, de façon extrêmement pernicieuse en disant que Trump, c'est le meilleur ami d'Epstein. Il faudrait que quoi? Que tu vois visuellement que Trump viole des mineurs? Hein? Tout en disant, non, je n'ai jamais... dit que Trump était un pédophile, ça serait grotesque. Non, je n'ai jamais dit que Trump était un pédophile. Non, tu as juste insinué que c'était le meilleur ami d'Epstein, puis que pour qu'on se réveille, il faudrait qu'il viole une fille en direct. C'est toujours sur 2 tabliers. Donc, il est extrêmement hypocrite, extrêmement pernicieux, mais j'espère que je ne suis pas comme ça. Honnêtement, les gens peuvent me critiquer, on me critique, je bloque massivement. Mais il me semble que je ne suis pas comme ça. Il me semble que je suis pas, genre, j'ai pas 2 discours, j'ai toujours un discours, j'ai fucking juste un discours sur à peu près tous les sujets depuis 2018.
Lui, c'est comme, il change de tableau comme ça et les gens le voient pas. Les gens le voient pas. Ah, oui, non, je cherche la vérité, blablabla. Tu cherches pas la vérité, tu craches la désinformation autant que tu peux. OK? Il dit notamment, il essaie de nous faire avaler que Trump est un va-t-en-guerre. Tu vois ici, dans ce tweet-là, la semaine dernière, il dit genre, il montre une vidéo de Marco Rubio qui critique l'administration de Maduro en listant comme un certain nombre de crimes ou de trucs que l'administration Maduro a fait. Là, il implique que Trump va partir en guerre. Il dit, mais non, depuis que Trump est au pouvoir, ce genre de va-t-en-guerrisme débile et criminel est remis au placard, voyons, en insinuant que Trump va faire la guerre, alors que tout le monde sait qu'il n'y a pas de guerre sous Trump. Même mon père l'avait admis, ça. Mon père qui détestait Trump, avec qui je ne m'entendais pas, j'avais dit, il n'a pas déclenché de guerre, il ne fait rien. Puis la fois où est-ce qu'il a lancé une bombe, par exemple, sur l'Iran, c'est pour fermer la guerre et non pas pour ouvrir la guerre. On s'entend, c'est fermer, tu sais, ça a littéralement fermé la guerre de 12 jours, tu lances, puis l'Iran est bien content de ça, tu vois, c'est comme finalement, ceux qui reçoivent les bombes, entre guillemets, sont contents. Mais tu sais, il essaye, et donc il est comme une des seules personnes qui essaie de nous faire avaler que Trump est un va-t-en-guerriste et que Trump est compromis avec Epstein, alors que, rappelez-vous ce que j'ai dit, là, je vais terminer bientôt, là, okay? Je sais que vous voulez comme qu'on passe à RFK, mais vous devez comprendre la nature du personnage. Parce que vous l'adulez, pas vous. Certaines personnes l'adulent, mais il est extrêmement, comme je disais, pernicieux, hypocrite, et on n'est pas du tout dans le même camp. Il s'est passé quelque chose avec Jean-Dominique Michel. Si tu regardes ses tweets d'il y a 6 mois et plus, il ne parlait pas de Trump. C'était comme un non-sujet. Puis là, tout d'un coup, comme Amalega et d'autres, tout d'un coup, c'est devenu comme une espèce de trope. Le Trump va en guerre, Trump il couche avec des petites filles, Trump, etc., etc. Et donc, on se demande s'il n'a pas été retourné comme d'autres personnes ont été retournées. On pose la question avec un point d'interrogation, on a une petite idée là-dessus. Et donc, c'est pas parce qu'il était correct en 2020 qu'il est rendu correct maintenant puis qu'il ne s'est pas passé quelque chose. Hein? Donc, vous voyez, comme ça ici, donc il implique que Trump couche avec des petites filles alors qu'on a montré, il est le seul, il est le dernier. Même les médias maintenant n'affirment plus que Trump est compromis. J'ai expliqué la semaine dernière que le Washington Post avait fait une enquête en profondeur. J'ai expliqué que les avocats, les 2 avocats et les avocats des victimes et l'avocat de Jeffrey Epstein, des gens avec une crédibilité béton, disent qu'il n'y avait absolument rien sur Donald Trump. On a parlé des victimes elles-mêmes, Jennifer Giuffre et puis l'autre aussi, Soberg. On dit qu'il n'y avait rien. Le ministre Bill Barr dit qu'il n'y avait rien. Ghislaine Maxwell a dit qu'il n'y avait rien, etc. Et donc, qui il reste? Il reste, j'avais dit, voici une photo de Dominique Michel jeune, mais c'est le dernier qui continue à affirmer qu'il y a un truc entre Trump et Epstein, puis qu'il n'a pas utilisé une stratégie d'effet Streisand, etc. Et donc, on a les journaux, on a à la fois les 2 avocats de la défense, c'est-à-dire l'avocat des victimes, Edwards, et l'avocat du coupable, Sean, qui disent « il n'y a rien ». Tu comprends-tu? Les 2 avocats, les 2 avocats, il n'y a pas juste les 2 avocats, il y a aussi les victimes elles-mêmes. Donc, et la poursuite et la défense disent qu'il n'y a rien sur Trump. Et puis après ça, il y a les victimes elles-mêmes et les criminels, Ghislaine Maxwell, c'est-à-dire les victimes et ceux qui ont perpétré le crime qui disent qu'il n'y a rien. Vous comprenez? C'est la poursuite et la défense, la victime et le bourreau, c'est complet, le spectre est complet, sauf François Pignon qui continue à affirmer qu'il faudrait qu'on puisse voir Trump violer une petite fille en direct pour réaliser que Cossette est dans l'erreur. À quel point c'est... Mais là, rendu là, est-ce qu'il est réellement innocent? Est-ce que c'est réellement la trope, là? Est-ce que c'est réellement François Pignon ou c'est plus pernicieux que ça? OK? Et là, je lui ai remis le nez dans son caca la semaine dernière en montrant une de ses vidéos où il dit « L'enfant a une sexualité ». Jean-Denis Michel défend la sexualité des enfants tout en accusant Trump d'être un pédophile. Là, il s'insurge. J'ai affirmé exactement le contraire. Blablabla. Il s'est pris la tête avec Ariane Bileran sur la sexualité des enfants. Il l'a même bloqué. Donc, Ariane Bileran qui dit « Il n'y a pas de sexe ou on ne doit pas parler de sexe avec les enfants ». Marion Sigaud qui dit exactement la même chose. Il s'en insurge. Parce que même si Jean-Dominique Michel, dans son propos sur la sexualité des enfants,
ne dit pas genre les enfants sont sexuels et donc on devrait avoir des rapports avec eux. C'est pas ça qu'il dit, là. J'essaie pas d'insinuer ça du tout. Mais juste le fait de dire les enfants, puis vous voyez, ça a un lien avec le sujet qu'on. Juste le fait de dire les enfants ont une sexualité, ça mène à une prise de contrôle de l'État. C'est-à-dire que tu as des scientifiques qui vont dire oui, les enfants ont une sexualité, puis là, après ça, tu as tout l'État qui arrive, sexualité des enfants de 0 à 12 ans, ça rentre dans le curriculum scolaire, etc., etc. Que savoir sur la sexualité de mon enfant? Vous voyez, et puis là, à partir du moment où est-ce que tu fais comme Jean-Dominique Michel, tu dis les enfants ont une sexualité, ben là, tu rends ça objectif et objectivement contrôlable et théorisable, et tu annonces, tu lances une prise de contrôle de l'État, c'est-à-dire tu permets scientifiquement une prise de contrôle de l'État, le consentement lié à l'intimité, décidé pour évoquer le sujet avec son enfant. Puis regardez les petits dessins, c'est pour les enfants de 8 ans, là. OK? Et donc, juste le fait de théoriser une sexualisation de l'enfant, ça nous amène à une prise de contrôle de l'État, finalement, comment dire, l'OMS et tout ça, tout en affirmant, en tout cas, et ça, c'est sans compter le fait que Jean-Dominique Michel était un bon ami de Gabriel Metzneff. Gabriel Metzneff, visé par une deuxième enquête pour viol sur mineur. C'est un bon ami de Gabriel Metzneff. Il me semble que tu ne lances pas des pierres quand tu es dans une maison de verre, Jean-Dominique Michel. Tu accuses Trump d'être un ami d'Epstein, mais tu es toi-même l'ami de Gabriel Metzneff, un des pédophiles les plus connus en France. Il y a eu un clash à l'émission, je ne me rappelle plus c'est laquelle, entre Denise Bombardier et Metzneff. Elle l'accusait justement parce que lui s'en vantait de coucher avec des petites filles de 12-13 ans dans ses livres. Il s'en vantait. Dans les années 70, là, il se vantait de ça dans ses livres. Une belle petite fille de 12 ans, blablabla. Et Jean-Dominique Michel était son ami. Hein? Donc, respectueusement, est-il vrai que Michel Maffesoli était un proche de Gabriel Metzneff? Ils ont été relativement proches à une époque, moins proches toutefois que Trump et Epstein. Et comme Trump, ça n'implique pas évidemment que Maffesoli est... Et lui, c'est un proche de Maffesoli. C'est ça, je m'excuse. C'est pas Metzneff, c'était Maffesoli. Et donc, mais c'est ça, le fait de parler de sexualité, ça ouvre la porte à une prise de contrôle de l'État. Ouais. Et donc, tout ça pour dire, et ça, c'est sans compter, genre, le fait qu'il ne tient pas en compte tous les ordres exécutifs qui ont été signés par Trump. Tous les ordres exécutifs qui ont été signés par Trump sur la traite d'enfants, etc., puis toutes les mesures prises par l'administration Trump, il va continuer à affirmer que Trump, le lien avec Epstein, etc. Et donc, voilà, je vais terminer là-dessus, tout ça pour dire que ce qu'il affirme quand il dit, genre, il faudrait qu'on voit Trump violer une petite fille pour se... C'est bien pire que Trump-Hitler. Et ça veut dire que tout ce que Trump fait, ça remet en cause tout ce que Trump fait. Ça remet en cause tout ce que Trump fait. C'est-à-dire que Trump est un pédophile, ami d'Epstein, donc il est contrôlé. C'est bien pire qu'Hitler, là. Il est contrôlé, c'est un pervers narcissique, il viole les enfants dans son sous-sol. Et là, donc qu'est-ce qu'il fait avec RFK, etc.? Et donc, c'est ce que je voulais... tout ça sans prendre aucune considération de ça ici. Le fait que tout le monde éclaire Trump, des victimes à la poursuite de la défense, les victimes et les bourreaux, tout le monde, lui, continue. Alors, on espère qu'un jour, il fera un mea culpa comme Mike Borowski, mais on ne retient pas notre souffle. Allons-y, tassons ça. Allons-y avec ce qui se passe avec RFK cette semaine. Je m'excuse pour ce long aparté. Ce long aparté sur... mais il fallait que je le claire. Ça me pèse sur la conscience, il fallait que je le claire. Donc, RFK, 4 énormes nouvelles cette semaine. Donc, RFK exige maintenant des programmes d'études en nutrition dans les écoles de médecine. Hein? Et donc, voilà, si les médecins affirment que l'initiative de Kennedy en faveur de l'éducation nutritionnelle en médecine est une bonne idée en théorie. Et ici, vous voyez, RFK s'attaque aux recommandations alimentaires américaines parce que RFK affirme que 60% des Américains souffrent de maladies chroniques et que d'inflammation, de maladies chroniques, d'obésité, etc. Et que ça, c'est lié en très, 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 très grande partie à l'alimentation. Et donc, les Américains sont abonnés aux médicaments et sont abonnés à l'industrie pharmaceutique, au service de l'industrie pharmaceutique, parce que
essentiellement parce qu'ils mangent mal. Et donc, à partir du moment où est-ce que tu règles le problème de la nutrition, ben, tu coupes les profits des pharmaceutiques. Vous comprenez? Donc, l'industrie pharmaceutique, et rappelez-vous le livre de Claire Sévrac, Le complot contre la santé, où est-ce qu'elle explique le lien entre Big Pharma et Big Agro. L'industrie agroalimentaire et Big Pharma, les Monsanto et Bayer, les fusions entre la nourriture et les médicaments. Il y a une raison pour tout ça. Et donc, parce que si tu n'es pas en santé à cause de ce que tu manges, ben, tu vas consommer des médicaments pour régler les problèmes causés par ton alimentation déficiente. Et lui s'attaque directement à ça. Et puis là, encore, quand j'ai vu ça passer cette semaine, je me suis encore dit, imagine ceux qui pensaient il y a quelques mois encore, qui affirmaient que RFK était contrôlé par Pfizer. Je m'excuse, c'est ce genre de truc-là qui m'énerve. Ça me reste dans le travers de la gorge, soit zen, Alexis, etc. Non, je ne suis pas zen. C'est comme quand vous entendiez des trucs d'Olivier Véran ou des énormités d'Horacio Arruda. Ce genre de stupidité me pue au nez, puis c'est ça qui me craint, puis qui me donne envie de faire un web journal. Je m'excuse, je suis comme ça. Et donc ça, c'est déjà énorme sur la COVID. Puis ça, ce que je vous explique ici, ça s'ajoute à tout ce que j'ai expliqué dans les autres web journaux sur la santé. Tout ce que j'ai expliqué dans les autres web journaux sur la santé. Donc ici, sur RFK, justement. Donc ici, Axios, ça c'est une autre. RFK limite les personnes éligibles au vaccin contre la COVID. RFK limite les personnes éligibles au vaccin contre la COVID. Bien, vous l'avez eu, ça se fait de façon graduelle. Hein? Ça se fait, c'est pas une interdiction mur à mur parce qu'encore une fois, il y a comme l'industrie pharmaceutique a produit des centaines d'études qui montrent que ça marche. Ils ont comme des études faussées là, qui montrent que ça marche. Puis même, vous parlez à quelqu'un d'endoctriné sur les vaccins, il dit il n'y a aucun effet. Des effets secondaires sont minimales. Et puis là, ils sortent une panoplie d'études. Donc, tu dois te battre contre ça. OK, contre eux autres aussi, ils ont des armes et donc tu dois y aller de façon graduelle. Kennedy a déclaré que la FDA avait autorisé Moderna pour les enfants de 6 mois à 5 ans, mais uniquement à celles qui présentent un risque élevé de tomber gravement malade à cause du virus. Ceux qui avaient un risque élevé de tomber gravement malade, c'est quoi? C'est 3% de la population, ça? Donc, le vaccin est autorisé pour les enfants, mais seulement pour les enfants qui représentent un risque élevé de tomber gravement malade. Tu sais, genre, les trucs de, tu sais, l'enfant est né avec des poumons, malformation pulmonaire, et puis là, c'est comme la COVID l'achèverait. Mais dans ce cas-là, le risque du vaccin est moins pire que de... De toute façon, tu ne pourrais pas dire aux parents, nous allons retenir le vaccin dans le cas de votre enfant, parce qu'il y aurait de l'incompréhension. Et donc, pour les cas graves seulement, même chose pour les adultes au-dessus de 65 ans, seulement ceux qui peuvent faire des formes graves. La fin des autorisations d'utilisation dites d'urgence, il a mis fin aux autorisations dites d'urgence, signifie que le vaccin Pfizer n'est plus autorisé pour les enfants de 6 mois à 4 ans. Le vaccin de Pfizer n'est plus autorisé pour les enfants de 6 mois à 4 ans. Cette décision intervient après que Pfizer a déclaré en août avoir demandé à la FDA de maintenir cette autorisation pour l'automne et l'hiver prochain. Et donc, non, Pfizer n'a pas eu cette... Mais là, n'oubliez pas, on vous disait que RFK était contrôlé par Pfizer. La FDA approuve de nouveaux vaccins contre le COVID, mais avec des limites quant aux personnes pouvant les obtenir selon RFK. Et là, il dit un important comité consultatif sur les vaccins auprès des centres pour le contrôle de la prévention des maladies doit voter pour recommander les vaccins contre la COVID, mais Kennedy a plutôt cette année vidé ce comité de ses fonctions et nommé de nouveaux membres, dont certains sont des critiques notoires des vaccins. Donc, un comité devait comme réautoriser les vaccins. Le Canada a vidé le comité, on en a parlé dans les web journaux, et il a nommé des personnes anti-vax sur ce comité-là. Et donc, ce qui nous amène à ça ici, la guerre intestine à l'intérieur de la FDA. La Maison-Blanche annonce le licenciement de la nouvelle directrice du CDC, mais elle refuse de partir. Suzanne Monarez aurait refusé d'adopter la position du secrétaire à la santé, Robert F. Kennedy. Fait que des gens qui sont dans l'administration, elle, c'est Suzanne Monarez.
refuse de mettre en place les directives de RFK et finalement, quand ils se font limoger, refuse de partir. Elle refuse parce qu'elle dit que RFK met en danger la vie des gens. Et donc, selon elle, dans sa tête, là, elle refuse, elle a été licenciée par la Maison-Blanche, par RFK. Elle refuse de partir. Elle refusait de mettre en application les directives sur les vaccins de RFK. Et elle reste là parce qu'elle pense qu'elle sauve des vies, la folle. Vous comprenez? Ou bien qu'elle est payée par l'industrie pharmaceutique, ou je sais pas, là. Mais quand on essaie de virer les gens, c'est très compliqué. Ici, la principale agence de santé américaine licencie définitivement 600 employés du CDC. Ça, je pense qu'on en avait déjà parlé. Ici, même chose. Si le plus haut responsable des vaccins de la FDA est contraint de démissionner, citant la désinformation et les mensonges de RFK Junior, il y a un combat à l'intérieur sur les vaccins. Vous voyez, ici, un ancien responsable affirme avoir été contraint de quitter la FDA, ça c'est le même, après avoir tenté de protéger les données de sécurité des vaccins. Les vaccins sont sécuritaires, ils voulaient continuer à prouver qu'ils étaient sécuritaires. Finalement, il voulait protéger les données sur la sécurité des vaccins. On l'a renvoyé, il a été contraint de démissionner, etc. Ici, l'adjoint de RFK Junior, nommé directeur par intérim du CDC, alors que l'exode des dirigeants laisse l'agence sous le choc. Okay? Et là, il y a des tweets intéressants ici. Par exemple, le Washington Post, ça c'était le 28 août, il y a 3 jours. 3 hauts dirigeants du CDC qui ont démissionné ont déclaré au Washington Post qu'on leur avait demandé de participer à un processus de recommandation de vaccins non scientifiques qui, selon eux, pourrait nuire à la santé des Américains. Ils ont démissionné, ils ont admis au Washington Post qu'on leur avait demandé d'autoriser des vaccins de façon non scientifique. Et là, les langues se délient sur ce qui se passe à l'intérieur de la FDA, du CDC, etc. Il y a des enquêtes qui sont ouvertes aussi. Ça, c'est Robert Malone, qui est maintenant sur le comité consultatif des vaccins. Il dit « La véritable raison des récentes démissions du CDC est que le sous-comité de l'AICP, c'est l'organe qui est là pour autoriser les vaccins, vérifier la sécurité des vaccins, c'est le comité consultatif sur les pratiques de vaccination qui autorise les vaccins et la sécurité des vaccins. Donc, la véritable raison des récentes démissions du CDC est que le sous-comité du ACIP sur les vaccins contre la COVID a reçu l'autorisation d'enquêter sur la sécurité et l'efficacité des vaccins contre la COVID. Et donc là, ils enquêtent sur la sécurité. Il va y avoir une enquête approfondie sur la sécurité et l'efficacité des vaccins contre la COVID. Pas juste selon les dires de Pfizer et Moderna. Or, répète Malone, ils savent que la situation était compromise, que la vérité allait éclater et qu'ils devraient rendre des comptes. C'est pour ça qu'ils démissionnent. C'est pour ça que les gens démissionnent. Parce qu'ils savent qu'ils vont devoir alors rendre des comptes. Il suffit de lire le mandat récemment approuvé pour ce sous-comité pour tout comprendre. OK? Donc, ça c'est énorme. Et finalement, oui, donc ils sont en train de vider complètement les agences, faire des enquêtes sur les vaccins, etc., etc. Ça, c'est en plus de limiter l'accès aux vaccins COVID. Ça se fait de façon graduelle, comprenez-vous ça? Et après ça, autre chose, RFK qui jette encore un autre pavé dans la mare cette semaine, alors qu'il y a eu une, je ne sais pas si c'est rendu la 8e ou 9e fusillade de la part d'un trans aux États-Unis. On dirait que maintenant, presque toutes les fusillades proviennent de trans. Et il n'y a personne qui se pose de questions là-dessus. Or, RFK a pointé l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire RFK attribue la violence la violence armée aux antidépresseurs. Après la fusillade dans une école de Minneapolis, nous lançons des études. Et donc, ils vont sortir des études sur les SSRI, là, je ne sais pas, je ne me rappelle plus c'est quoi l'acronyme en français, c'est ISRI ou quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. RFK enquête pour savoir si les drogues consommées lors de la transition de Robin Westman ont joué un rôle dans la fusillade de masse de Minneapolis, parce que les SSRI, ça c'est la version anglaise, là, les SSRI, c'est des antidépresseurs, etc., sont présents dans pratiquement, en tout cas, dans une très grande quantité de fusillades. Vous voyez, ça, c'est tous les trans qui ont procédé à des fusillades, et aussi d'autres tireurs avant les trans étaient tous sur des SSRI, des antidépresseurs.
Hein? Pourquoi ça ne se produit pas au Canada? Parce que au Canada, les SSRI sont contrôlés, sont contrôlés justement à cause des effets sur l'humeur et ce genre et les hormones, etc., etc. Et donc, mais aux États-Unis, on prescrit ça de façon beaucoup plus libérale, beaucoup plus facile, et ça produit et là, et ça fait longtemps qu'on en parle là, des SSRI puis des fusillades. Ça fait 10 ans que j'entends ça, les SSRI, les fusillades. Le tireur était sur les antidépresseurs, le tireur était sur les antidépresseurs, etc. Et là, RFK qui pointe l'éléphant dans la pièce, qui dit on va faire une étude là-dessus. C'est énorme. C'est énorme, voilà. Et donc, ça, c'est pour RFK, encore une fois, contrôlé par Pfizer et faisant partie de l'État profond. Et je vais maintenant, juste étant donné qu'on parle de santé, vous faire quelques recommandations sur les trucs que je prends. Je ne sais pas si ça vous... Dites-moi si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, je n'en referai pas d'autres. Mais je vais parler aujourd'hui surtout de ça ici, c'est-à-dire de la santé cellulaire qui est impliquée dans le rajeunissement ou l'anti-vieillissement. Je dois dire en premier que je ne suis pas médecin, que j'ai aucune spécialité là. J'ai juste passé énormément de temps depuis 2020 peut-être. J'ai passé énormément de temps là-dessus. J'ai lu presque autant que sur la politique de Trump. J'ai peut-être pas autant de facilité à le vulgariser, mais je le lance. Si ça vous intéresse pas, on n'en fera pas d'autres dans les web journaux. Et donc aujourd'hui, je m'inspire beaucoup de travaux du microbiologiste de Harvard, je pense que c'est Harvard, David Sinclair, des personnes comme Rhonda Patrick, aussi il y en a d'autres. Là, vous pouvez les retrouver sur YouTube. Ils ont énormément de vidéos où est-ce qu'on parle de tout ça. Et donc, vous me dites souvent dans les vidéos, quand je montre des vidéos passées, Alexis te rajeunit, etc. Et il y a beaucoup de ça qui a à voir avec, oui, j'utilise des petites crèmes, des trucs comme ça. Mais quelqu'un va, mais je fais très attention à ma santé cellulaire. Et donc, dans les années, le paradigme pour l'anti-vieillissement dans les années 80-90, et même au début des années 2000, c'était les antioxydants. Tu sais, tu dois comme faire attention, prendre des antioxydants, tu sais, manger des bleuets, prendre de la vitamine C, etc., parce que tu veux éviter l'oxydation de tes cellules, l'oxydation de ton système. L'oxydation, c'est ce qui fait en sorte que le cuivre tourne vert et puis que le fer rouille et tourne rouge, etc. C'est de l'oxydation. On a de l'oxydation dans le corps et le paradigme pendant longtemps pour le vieillissement, c'était l'oxydation du corps. C'est comme ça que tu perds, tes cheveux deviennent blancs et puis ta peau gratatine et puis etc. C'est l'oxydation. Mais là, avec les travaux de cette nouvelle génération de scientifiques, ce qui est important, c'est pas tant les antioxydants, c'est la santé cellulaire. Et donc, ce que tu veux avoir, c'est les antioxydants, c'est important. Ça ne remplace pas la connaissance sur les antioxydants, mais ça va plus loin. Les antioxydants, la santé cellulaire, c'est ce qui fait en sorte qui détermine ton niveau d'énergie générale. Tu sais, souvent, on dit les gens sont fatigués, les gens sont oh, je suis fatigué, je ne suis pas motivé, j'ai rien. Moi, j'ai été comme ça. J'ai été fatigué, amorphe, sans aucune motivation. J'ai vécu tout ça, là, tu sais. Et là, vous l'avez remarqué, des fois, genre, tu dis dans les web journaux, Alexis, on dirait que tu as plus de PEP, etc. C'est moins. Ouais, ben, je fais attention à ma santé cellulaire aussi. Puis aussi, pour le vieillissement aussi, je fais attention au vieillissement. Donc, des produits que je prends pour... je vais peut-être y aller avec le concept en premier. Ça fait bizarre dans un web journal comme ça. Normalement, on parle de politique, etc. Mais vous l'avez demandé. Fait que si ça ne fonctionne pas, Donc, il y a deux choses qui sont importantes, deux concepts importants pour la santé cellulaire. C'est les mitochondries, puis après ça, c'est l'ATP. L'ATP, c'est l'énergie cellulaire. Les mitochondries, c'est comme les petites batteries qui produisent m'excuserez de vulgariser là, énormément, là. Encore une fois, je ne suis pas médecin, ne m'écoutez pas, allez vérifier tout, utilisez les conseils du Comité de médecins Canada ou whatever. Et donc, je ne m'accorde aucune crédibilité, je ne veux pas être poursuivi. Donc, il y a les mitochondries, c'est ce qu'il y a dans les trucs bleus que vous voyez ici dans la cellule. Toutes vos cellules ont des mitochondries. Donc, vous voyez, là, il y a la membrane cellulaire autour. Après ça, il y a comme une espèce de truc à l'intérieur. Il y a le noyau de la cellule. Et les petits trucs bleus que vous voyez à l'intérieur, c'est des mitochondries. Et tout le monde a ça, toutes vos cellules ont ça. Et les mitochondries, c'est ça qui produit
de l'énergie. C'est des petites batteries. Là. Puis quand les mitochondries sont en santé, quand vous êtes jeune aussi, les mitochondries produisent beaucoup d'énergie. Et puis quand ça va mal, avec l'alimentation, le manque de sport, etc., les batteries diminuent. Si vous ne faites pas de l'exercice, si vous n'êtes pas comme actif, les mitochondries tendent à s'affaiblir, etc. C'est pour ça qu'on dit, plus tu fais de l'exercice, plus tu as d'énergie. Tu sais, quand tu dis, ah, ben, je me suis remis à faire du jogging, je me suis remis, et puis j'ai beaucoup d'énergie, ben, vous avez réactivé vos mitochondries. Vos petites batteries commencent à produire de l'énergie. Puis c'est quoi l'énergie? L'énergie, c'est de l'ATP. C'est ça, l'énergie cellulaire, c'est ça, c'est ATP, adénosine triphosphate, ATP, ça c'est l'énergie cellulaire. Si vous allez un petit peu loin dans la longévité, les trucs de longévité, vous allez voir, c'est comme, vous allez tomber sur ces expressions-là, mitochondrie, ATP. Donc, ce qui est important, si vous voulez maximiser votre énergie cellulaire, c'est les mitochondries et l'ATP. Qu'est-ce que ça fait si vous maximisez votre énergie cellulaire? À quoi ça fait bizarre? Non, encore une fois, je me sens vraiment bizarre de parler de ça, alors que normalement, on parle de politique, puis qu'après, on va parler d'immigration, mais whatever. L'énergie cellulaire est importante pour la division cellulaire. L'énergie, là, après ça, je vais vous donner les suppléments qui aident là-dedans. Là, ça fera peut-être faire un long web journal, mais tant pis. Quand le sperme rentre dans l'ovule, il y a comme de la division cellulaire, ça tombe 2, 4, 16, 8, 16, 32, etc. Puis il y a comme de la division cellulaire, puis ça fait comme finalement un embryon, etc. Mais la division cellulaire continue le restant de notre vie. Hein, nos cellules de peau, notre corps se renouvelle à tous les... notre peau se renouvelle, je pense, à toutes les 5 ou 6 semaines. On change complètement nos cellules à toutes les 5 ou 6 semaines. Et... etc. Et donc, comment on se renouvelle? Ben, c'est que les cellules se divisent en deux, puis se divisent les cellules initiales, il y a les cellules souches initialement, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est de la division cellulaire. Et quand votre cellule a moins d'énergie, quand votre cellule, par exemple, de peau, ou votre cellule de cheveux, ou votre cellule d'os, ou votre cellule de tendon a moins d'énergie, parce que sa mitochondrie fonctionne moins bien, là, tu vieillis, t'es comme, eh bien, quand elle divise en deux cellules moins fortes. Puis là, ces deux cellules-là moins fortes, s'ils continuent à avoir moins d'énergie, vont se diviser en 4 cellules moins fortes, puis en 8 cellules moins fortes. Puis c'est comme ça qu'on vieillit, puis c'est comme ça qu'on commence à avoir des rides, puis c'est comme ça qu'on commence à avoir des cheveux blancs et tout ça. Parce que quand il y a de la division cellulaire, les cellules faiblissent puis se reproduisent moins bien, se reproduisent avec des défauts. T'sais, au lieu de se reproduire parfaitement, là, pop, 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 elles se reproduisent avec des défauts. Et donc, si tu veux que tes cellules, là c'est ça le concept, si tu veux que tes cellules se reproduisent parfaitement, comme quand il y a de la division cellulaire, tu veux que les cellules produisent d'autres cellules bonnes et fraîches et jeunes ou identiques à elles-mêmes, sans défaut. Tu dois avoir un haut niveau d'énergie cellulaire. Ta cellule, tes mitochondries doivent être au maximum, ton ATP doit être au maximum, etc., etc. Je ne sais pas si ça fait... Vous comprenez un peu? Si la cellule a un bon niveau d'énergie, elle va mal se reproduire, puis elle va faire comme des défauts dans sa reproduction cellulaire. Puis si, au contraire, si elle a un haut niveau d'énergie, elle va produire des beaux doublons. Fait que ce qu'on veut pour ne pas vieillir, c'est que nos cellules aient un haut niveau d'énergie puis produisent des beaux doublons, des beaux quadruplex, etc. Et donc, il y a des produits qui aident à ça, dont RFK a fait la promotion. Par exemple, le bleu de méthylène, on en a parlé. J'en ai ici, bleu de méthylène. Okay? Ça aide à restaurer les fonctions mitochondriales. Vos petites batteries, là, ça aide à stimuler les batteries. Ça aide à la production de l'ATP, l'énergie cellulaire, etc. Et puis ça réduit aussi le stress oxydatif comme les antioxydants. Donc, c'est un espèce de truc extrêmement utile. Je ne vais pas dire miracle, là, mais c'est extrêmement utile, bleu de méthylène. Après ça, il y a un autre... Aujourd'hui, on va juste parler de l'énergie cellulaire. Après ça, il y a un autre produit, la vitamine B9, MTHF, qui aide dans la synthèse et la réparation de l'ADN et la division cellulaire, puis qui aide aussi à combattre la fatigue. MTHF, la B9, c'est ce qu'on appelle aussi de la folate, comme ça. Une petite goutte, surtout quand tu es jeune, tu n'as pas besoin de ça, mais passé 40 ans, ça change tout. Là. Tu vas te sentir moins fatigué. Là. Si tes mitochondries, si tu fais de l'exercice, puis tu prends des suppléments, puis tu manges bien, ben tu vas voir un changement complet dans ta vie entière, même dans ta cognition. Après ça, on pourra parler des hormones, ça c'est un autre truc, là, parce que
l'énergie, les hormones, ça affecte la façon dont on pense. Tu sais, les personnes qui sont toujours négatives, là, la biologie affecte ça. Après ça, il y a du NMN. J'en ai déjà parlé. Ça, c'est le truc de David Sinclair, NMN. En fait, j'aurais dû faire un web journal là-dessus au complet, là, mais étant donné qu'on parlait de RFK et de la santé, je me suis dit qu'on a NMN. OK, ça, c'est un truc qu'on retrouve dans le brocoli. En fait, c'est NMN, le NR et la B3. Au début, c'est de la vitamine B3. Tu ajoutes un truc à la B3, ça devient du NR. Puis après, tu ajoutes un truc au NR, ça devient du NMN. Du NMN, c'est une poudre comme ça. Pure NMN. Moi, vous devez le prendre le matin parce que ça régule aussi le cycle circadien. C'est-à-dire que normalement, le matin, nos niveaux, ça augmente l'énergie cellulaire. Le ATP, le NAD+, ça augmente à l'intérieur de la cellule l'énergie cellulaire. Ça nourrit les mitochondries comme. Et donc, ouais, c'est ce qui fait la différence ouais, entre... c'est ça. Ce que vous voyez, la différence entre les deux côtés du visage, c'est la division cellulaire. Les cellules du côté vieillissant ont perdu de leur énergie et se sont mal reproduites, OK, essentiellement. OK? Donc, après ça, il y a de la vitamine D3 qui aide à l'énergie cellulaire ou du soleil. Il y a de l'astaxanthine. L'astaxanthine, c'est ce que vous avez dans le saumon, les crevettes, c'est le truc rouge que vous avez dans les saumons, les crevettes, etc. Le caviar, l'astaxanthine. Là, vous avez ça. Ici, comme ça, il y a différentes sortes. L'astaxanthine, 12 mg. Donc, ça aussi, ça aide à l'énergie cellulaire. Après ça, le NMN, juste pour finir sur le NMN, là, il y a un reportage que je vous suggère de regarder ici sur YouTube qui s'appelle The Quest to Slow, Stop and Even Reverse Aging, la quête pour ralentir, arrêter et même renverser le vieillissement, qui montre justement l'effet du NMN sur deux souris jumelles nées la même journée de la même mère. Ils ont donné de la NMN à une souris, puis ils n'en ont pas donné à l'autre. Quelques années plus tard, la souris qui a reçu du NMN n'a pas un seul poil gris sur son pelage, alors que l'autre a plein de poils gris blancs. Et tu regardes sur le truc pour courir, le treadmill, l'espèce de truc pour courir, faire courir les souris, celle qui a reçu du NMN court très bien, elle n'a pas de problème, alors que l'autre n'arrête pas de tomber, puis elle a de la misère. Ça empêche le vieillissement parce que ça fait en sorte que les cellules ont beaucoup d'énergie et que la division cellulaire se fait correctement et que les cellules se reproduisent de façon adéquate au lieu de diminuer rapidement puis de vieillir. Il y a un compte sur Twitter que je vous conseille, Vitaolis, qui fait beaucoup de travail là-dessus, toujours des trucs intéressants. Donc, il y a ça pour l'énergie cellulaire, puis il y a aussi ça, la créatine. La créatine. La créatine, les gens disent, premièrement, c'est un des suppléments les plus recherchés que vous allez pouvoir trouver sur le marché. Il y a littéralement des milliers, voire des dizaines de milliers d'études sur la créatine. C'est sécuritaire. Et le truc, normalement, c'est les gens au gym qui prennent de la créatine pour les muscles, pour augmenter l'énergie cellulaire. Et c'est très efficace. Ça donne ça donne de la force. Puis on prend genre 5 grammes, 10 grammes de créatine par jour. Tu sais, gars, je pourrais même en prendre immédiatement. Allons-y, créatine. Mais des personnes comme Rhonda Patrick, le docteur Rhonda Patrick, on parle d'études, montre des études où jusqu'à 20-30 grammes de créatine, en fait, c'est très efficace parce que les premiers 5 à 10 grammes de créatine, c'est les muscles qui vont absorber ça. Mais après ça, quand tu prends 15, 20, 25, 30 grammes de créatine, après ça, ça va jusque dans le cerveau. Et ça augmente ta fatigue mentale. Et elle donne des exemples d'études qui montrent que, par exemple, si tu as passé une nuit blanche, et puis le matin, tu n'es comme pas capable de réfléchir parce que tu as passé une nuit blanche, mais tu prends de la créatine, puis ça enlève les effets de brouillard liés au manque de sommeil, etc. Parce que tu redonnes un peu d'énergie à ton cerveau. Et donc, c'est bon pour l'ensemble du corps. Donc, ça, c'est pour l'énergie cellulaire. Donc, bleu de méthylène, vitamine B9, NMN, vitamine D3, créatine, astaxanthin. Vous allez augmenter, vous allez réduire votre vieillissement. Vous allez vieillir littéralement, vous allez vieillir moins vite. Vous allez augmenter votre niveau d'énergie. Voilà. Bleu de méthylène. Après ça, il y a des gens qui m'ont demandé, on va faire ça genre, extrêmement rapidement. Les trucs pour les crèmes, etc. Moi, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour
faire ça. Et donc, attends, je ne suis pas dans mon domaine, là, mais donc, il y a trois trucs intéressants à utiliser. Des facteurs de croissance pour la peau et des exosomes. Les exosomes, ça augmente la communication entre les différentes cellules et ça aide à faire en sorte que la cellule comprenne exactement ce qu'elle doit faire. Donc, c'est comme des cellules souches un peu, mais pas vraiment, c'est des éléments de communication. Donc, exosomes et facteurs de croissance qui vont vous donner une apparence un petit peu plus serrée sur la peau, qui vont... il y a ça. Après ça, j'utilise aussi du bleu de méthylène sur la peau. Ça, c'est révolutionnaire comme produit. Les gens me l'ont demandé. Bleu de méthylène sur la peau. Comme ça ici, le bleu de méthylène, des études qui montrent que le bleu de méthylène rajeunit la peau, a des effets bénéfiques sur la peau, un effet rajeunissant sur la peau. Et j'utilise aussi ça ici, Sulwhasoo. C'est une marque coréenne et c'est basé, c'est du ginseng, c'est scientifique, c'est du ginseng. Et donc, tout ça fonctionne les uns, ça s'imbrique, toutes ces composantes-là s'imbriquent les uns avec les autres. C'est-à-dire que les facteurs de croissance exosomes, ici TNS Advanced Serum, plus est-ce qu'il n'y a pas de contradiction, puis ça fonctionne de façon synergétique. Et finalement, après ça, tu utilises du rétinaldéhyde, pas du rétinol. Du rétinol, c'est dans les années 90. Maintenant, c'est rétinaldéhyde. Donc, bleu de méthylène, rétinaldéhyde qui augmente la circulation cellulaire, c'est-à-dire ça va le rétinaldéhyde va enlever les vieilles couches, va pas enlever les vieilles couches de peau, mais va stimuler la production de nouveaux collagènes. OK? Le rétinaldéhyde. La meilleure marque pour ça, c'est Medik8. Medik8. Comme ça, la plupart de leurs produits, ils ont des trucs qui sont pas disponibles au Canada. S'il y a des concentrations très élevées de rétinaldéhyde, vous les commandez aux États-Unis, puis vous allez les chercher à la frontière. Ça aussi, donc Calesim, ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant. Calesim. Et là, je me sens mal parce que je ne suis pas supposé parler de ça. Et plus, au moins, 1 gramme de protéines par livre de votre poids. Ça veut dire, si vous pesez 150 livres, 150 grammes de protéines par jour. 150 livres, moi, je suis comme au-dessus de 200, donc mettons 220 grammes de protéines par jour. Donc, si vous mangez pas suffisamment de viande, vous prenez des trucs comme ça. Et voilà. Et donc, ça, c'est ce qui fait en sorte que vous gardez votre santé, sinon vous perdez vos muscles, vous vous affaiblissez, votre énergie diminue, puis après, vous vous demandez comment ça se fait que vous pensez que Trump est un pédophile et puis que RFK fait partie de l'État profond. Non! OK, that's it. Ça, c'est en attendant les medbeds, comme ils disent, OK? Oui, je vais chercher ça à la frontière, c'est-à-dire il y a des boîtes postales à Plattsburgh, soit des boîtes postales à Plattsburgh. En Europe, il n'y a pas de problème, je pense, mais à Plattsburgh, où il y a des trucs où est-ce que tu peux aller chercher des colis qui reçoivent ton colis, tu vas juste le chercher, tu traverses la frontière, puis tu prends le colis, puis tu retournes. Voilà. Maintenant, en Angleterre, il s'est passé quelque chose. J'aurais vraiment dû faire un web journal séparé pour ça, parce que je me sentais un petit peu mal. Mais il y a cette jeune fille qui a brandi des armes. Je vais vous montrer la vidéo et on va en parler après. Yes, you have a knife. Donc, harcelés par des migrants d'origine étrangère, des migrants, et puis là, étant donné qu'il y a littéralement des centaines de milliers de viols aux États-Unis, les jeunes femmes sont obligées de se défendre maintenant puisque la police ne fait rien, la police n'arrête pas les criminels, elles arrêtent les personnes sur Facebook, et malheureusement, cette jeune fille s'est fait arrêter. Évidemment, ceux qui la harcelaient sont repartis sans rien. Why are you fucking with us? Fucking cat bashers! Show the knife. Show the knife. Get Show this the knife. fuck away from us! Show the knife. Show the knife. Don't touch her! That's it. That's Do it. Show the knife. Don't touch my sister! Donc, on est rendu en Occident où est-ce que les jeunes filles, les hommes sont plus là, hein, parce qu'on les a castrés d'une certaine façon. Hein, il y a tellement eu de films qui montrent les hommes et la violence et tout ça à Hollywood. Ça fait partie d'un système d'ingénierie sociale. Les filles, maintenant, se font violer, sont laissées à elles-mêmes et sont obligées de se défendre avec des trucs comme ça. Et c'est devenu viral. Il y a eu comme littéralement des centaines de mimes, des centaines d'images de cette fille-là qui prend les choses en main. Et là, il y a les gens qui...
c'est ça, il faut commencer à tenir nos politiciens responsables de ce qu'ils sont en train de produire, c'est-à-dire le choc des civilisations. Les politiciens sont responsables de l'insécurité et du choc des civilisations. Il faut leur faire comprendre qu'on se dirige vers ça. Comme je disais en début de Web Journal, la ligne égalité et réconciliation devient de plus en plus difficile à tenir. Il y a peut-être encore une possibilité de la sauver, mais à long terme, si les frontières restent ouvertes, il n'y a aucune possibilité d'éviter le choc des civilisations. C'est probablement ça qui est voulu. L'idée, c'est de faire en sorte que les politiciens reculent. Les gens me disent souvent, nous ne devons pas pointer du doigt les migrants, Alexis, nous devons tenir responsables les politiciens qui organisent. Là, oui, mais en fait, c'est pas ça l'objectif. C'est pas... ultimement peut-être, mais l'objectif, c'est vraiment de faire comprendre avec des images chocs à une majorité de nos concitoyens que le temps est venu d'agir et de faire pression sur nos politiciens pour changer les politiques migratoires. Et donc, moi, je suis pragmatique, c'est utilisons ce qu'on peut utiliser pour faire en sorte que les politiciens commencent à vouloir fermer les frontières. Et on a vu justement, par exemple, lors de la dernière campagne électorale au Canada, Pierre Poilievre a perdu en partie à cause de sa position sur l'immigration. Maxime Bernier avait une position beaucoup plus claire de fin de l'immigration de masse. Et Pierre Poilievre l'a ressenti lourdement, ce reproche-là d'être trop près des communautés culturelles et tout. Et là, vous voyez, ça c'est cette semaine, les travailleurs étrangers temporaires volent les emplois des jeunes, prétend Poilievre. Et ça fait 2-3 fois qu'on voit Poilievre qui a changé sa ligne sur l'immigration parce qu'il a perdu à cause de ça. Et donc, il faut faire en sorte que nos politiciens payent. Les politiciens qui défendent l'immigration payent le prix aux élections et pour faire en sorte qu'ils veuillent changer leur ligne. OK? Et donc, il y a cette jeune fille-là, etc. Puis de l'autre côté, au Québec, il y a un autre événement où il y a eu les prières de rue qui ont encore une fois... c'était pas comme ça, hein, il y a 2 ans à Montréal, ça a commencé et ça change pas mal de choses. Ça devient difficile de tenir une ligne, encore une fois. En tout cas. Et ce qui est important, donc, c'est de faire bouger la fenêtre d'Overton là-dessus, sur les questions d'immigration, sensibiliser une majorité de citoyens afin qu'ils ne prennent position forte contre l'immigration de masse. Et là, donc, les prières de rue qui ont fait beaucoup jaser. Et le gouvernement Legault ici qui dit « Prières de rue, le gouvernement Legault s'apprête à les interdire ». Mais c'est pas vraiment ça, en fait, c'est du vent parce que le ministre Roberge a produit un rapport sur la laïcité où on laisse le soin aux municipalités de légiférer. Et là, si tu laisses le soin aux municipalités de légiférer sur les prières de rue, ce que ça fait, c'est qu'à partir du moment où tu as une communauté culturelle qui prend le contrôle de la mairie, ben, tout d'un coup, les prières de rue sont autorisées. Et donc, ça, c'est une autre chose qu'on doit comprendre, c'est que quoi qu'on mette de l'avant comme mesure, quoi que les descendants des Français d'Amérique et leurs alliés là, mettent de l'avant comme mesure, ça sera toujours temporaire. Ça va toujours être une mesure qui va dépendre de la démographie, parce qu'à partir du moment où est-ce que tu prends contrôle, démographiquement, tu as suffisamment de votes, tu prends le contrôle d'un conseil municipal, comme ça se passe en Angleterre, avec Sadiq Khan, avec les autres, et là, tu changes les lois. Éventuellement, la tendance va faire en sorte que les lois vont changer, même au niveau national, alors que la démographie s'effondre et que la démographie exogène explose. Et donc, quelques mesures que ce soit qu'on mette de l'avant, laïcité, blabla, tu ne comprends pas, Alexis, tout le monde va être sur un pied d'égalité, etc. C'est juste temporaire. Dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, quand ils vont avoir des majorités, ils vont changer les lois, vont faire ce qu'on veut. Et donc, ce qui nous amène à... Je vais revenir à ça, mais ce qui nous amène à ça ici, j'ai souvent dit que Andrew Breitbart avait été une inspiration pour moi. C'est lui qui a parti le site Breitbart News, Andrew Breitbart. D'où vient Steve Bannon, entre autres, il vient de Breitbart News, et d'où vient aussi James O'Keefe, c'est un des protégés de Andrew Breitbart. Vous voyez ici le jeune O'Keefe avec Andrew Breitbart, il y a plus de 10 ans, un journaliste d'investigation. Andrew Breitbart a dit « La politique is downstream from culture ». J'ai déjà expliqué ça, donc la culture, la politique est en aval de la culture. En premier, il y a la culture, les changements culturels, et après ça, finalement, les changements politiques se transforment par la suite.
Avant les changements politiques, il y a toujours un changement de culture. La culture est en amont. La politique est en aval. Et ça vient d'Andrew Breitbart. C'est lui qui a inventé ce concept-là. Et c'est ce qui a été utilisé par la gauche beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire qu'ils vont changer la culture en premier, puis après ça, ouais, on va changer la politique, puis c'est les droits, puis etc. Puis là, tout le monde est comme, ça a l'air naturel parce que la culture a été changée préalablement à travers Hollywood, à travers le système scolaire, à travers les médias, etc. C'est pour ça que tu veux contrôler le divertissement, les médias, le système scolaire, etc. Parce que tu changes la culture. Puis après ça, la politique, ça devient un jeu d'enfants par la suite. Les enfants qui sont présentement endoctrinés dans les écoles du Québec, en France, etc., plus tard, là, quand ils vont arriver, ils vont garantir beaucoup de sièges à Québec solidaire. C'est comme on les forme. Ce qui est enseigné dans le curriculum, c'est essentiellement la plateforme de Québec solidaire, les marxistes au Québec. Là, et donc, mais là, ce qu'on voit avec justement toute la question de l'immigration, ce dont j'ai parlé dans Alligator Alcatraz, c'est que il y a la politique, en amont, il y a la culture, mais en amont de la culture, il y a la démographie. Ça, c'est l'élément qu'on amène. On va ajouter une pierre à ce que dit Andrew Breitbart à Radio-Québec. C'est que la démographie est en amont de la culture. Pensez-y 2 secondes, là. C'est-à-dire qu'en premier lieu, il y a la démographie. Après, il y a la culture. Puis après, il y a la politique. Et donc, quand tu prends le contrôle d'un... ça, c'est le maire de Brighton en Angleterre. Il y en a plusieurs des comme ça, genre, c'est des villes à 90% musulmanes. Il y a beaucoup de personnes qui ne parlent même pas anglais. Dans ces villes-là, ils font des lois qui leur ressemblent, etc. Les Anglais sont partis, c'est ce que j'expliquais dans Alligator Alcatraz, puis dans le clip, comment ça s'appelle le clip? Là, je dis la diversité n'est pas notre force. Les gens sortent des ghettos, il y a des ghettos qui se forment, et finalement, ils prennent le contrôle, le conseil municipal prend le contrôle, et éventuellement, au début, c'est municipal, c'est local, c'est une balkanisation du territoire, puis après ça, c'est des régions, puis après ça, c'est, etc., etc. Mais éventuellement, dans 50 ans, et ils le disent beaucoup d'entre eux, dans 50 ans, on va disparaître en tant qu'espèce, en tant que culture et en tant que civilisation, la civilisation européenne. C'est la plus grande civilisation de l'histoire de l'humanité. On pourrait facilement le démontrer. Mais tout ça est comme... on doit prendre conscience de la démographie, que toutes les mesures qu'ils font présentement de laïcité, etc., pour essayer de contrôler les prières de rue, c'est juste des mesures temporaires, c'est des mesures qui sont là tant qu'il reste encore un peu par exemple au Québec, de culture française d'Amérique du Nord. Mais dans 20 ans, à 200, 300 000 immigrants par année, ils vont faire ce qu'ils veulent. Nos trucs de laïcité, ça va leur passer 10 pieds par-dessus la tête, etc., puis ils vont passer les lois qu'ils veulent. Okay, donc, la démographie est en amont de la culture, qui est en amont de la politique. Okay? Donc, cela étant dit, retournons à l'autre ici. Donc, il dépose son rapport, Roberge dépose son rapport sur la laïcité, et là, on dit vers l'interdiction des ports des signes religieux dans les garderies, et ça va avec les prières. Tout ça arrive cette semaine, là, donc l'interdiction des prières de rue, etc. Mais là, on nous dit, c'est ça, c'est les municipalités qui vont légiférer. Et là, Montréal, on est déjà rendu avec des fortes concentrations de personnes d'origine musulmane. Et là, quand on pose à la télévision la question aux 2 candidats à la mairie, qu'est-ce que vous voulez faire avec les prières de rue? Est-ce qu'on interdit? La réponse, étant donné qu'ils ont des électeurs qui sont favorables à ça, ils ne veulent pas avoir l'air de racistes ou whatever, là, eh bien, on se ferme la gueule. Et donc, c'est ça, hein, finalement, c'est la démographie qui détermine la culture et la politique. De réflexion sur la laïcité qui a publié son rapport, et on veut laisser aux villes le soin de légiférer les prières publiques. Doit-on légiférer, oui ou non, les prières publiques à Montréal, M. Rabouin? Écoutez, moi, j'entends beaucoup plus parler de gens qui dorment dans la rue que de gens qui prient dans la rue. C'est vraiment pas ma priorité. OK. Donc, Soraya Martinez-Ferrada, doit-on encadrer ça? Écoutez, on est dans une ville du vivre ensemble. On peut aller dans les espaces publics, ils nous appartiennent à tous. On doit bien les partager. Okay. Et je pense que faut respecter la Charte des libertés.
Voilà, voilà. Donc, rien de la part de nos politiciens parce qu'ils ont un électorat. La démographie, en démocratie, la démographie détermine tout. Puis à partir du moment où est-ce que tu ouvres les vannes, c'est pas juste, tu fais pas juste rentrer des personnes au compte-gouttes, c'est comme des civilisations entières qui rentrent. On perd le contrôle de notre culture et après ça, de la démographie, après ça, de la culture, puis éventuellement de nos politiques. Comprenez-vous ça? Comprenez-vous, tous les défenseurs de la laïcité, que c'est juste un moment dans l'histoire où est-ce que vous avez été majoritaire, puis à partir du moment où est-ce que vous perdez le statut de majoritaire, vous allez perdre le contrôle de la culture, puis vous allez perdre le contrôle de la politique. Et c'est pour ça que j'ai tweeté dans ce sens-là. J'ai dit n'importe quelle mesure temporaire visant à interdire les prières de rue, ça va être juste extrêmement temporaire parce que dans 20 ans, la démographie va faire en sorte que ça va devenir socialement acceptable, culturellement, etc. Et puis qu'on ne pourra pas, politiquement, les gens qui vont vouloir se faire élire ne le feront pas. OK? On doit comprendre ça, que on doit mettre un terme à l'invasion migratoire en premier. Mais il n'y a pas juste ça ici. Il y a ce lien-là aussi intéressant. Encore une fois, là, c'est une petite bulle Radio-Québec. Immigration, laïcité, sexualisation. Pourquoi on fait rentrer... Bien, je veux dire, il y a plein de raisons pour lesquelles on fait rentrer des centaines de milliers d'immigrants. Mais vous voyez ici, donc, vers l'interdiction des ports des signes religieux dans les garderies. Ça, c'est les crèches que disent les Français. Et là, tout le monde dit oui, c'est bien parce qu'on ne veut pas de femmes voilées et puis, qui enseignent à nos enfants et tout ça. Et puis là, après ça, vous avez ça ici, finalement, dans le rapport, mettre fin à la pratique consistante à écrire aux parents d'élèves pour les informer à l'avance qu'un contenu lié à la sexualité sera enseigné à leurs enfants. Donc, cacher aux parents qu'il y a un contenu lié à la sexualité. Ça, c'est dans la laïcité. Comprenez-vous le lien entre immigration, là c'est comme, il faut interdire laïcité, puis là, après ça, la laïcité fait en sorte que la religion, c'est l'espèce de retenue face à l'hypersexualisation. Il y a encore de la retenue dans certaines religions, là. Et pourquoi il était nécessaire d'enlever le crucifix avant d'envoyer Barbada dans les écoles? Tout ça est lié, c'est un seul et même truc. Ouais. Donc, non-binaire pour désigner le sexe d'un enfant des parents indignés par l'option sur les formulaires d'inscription à l'école non-binaire. Le petit pou, il y a 4 ans, puis et donc, immigration, là, étant donné que c'est invivable avec l'immigration, puis tout comme chaotique et le vivre ensemble, donc la laïcité pour le vivre ensemble, puis la laïcité après ça pour l'hypersexualisation. C'est le nivellement par le bas de la culture. C'est le nivellement parce que la sexualité, c'est le nivellement par le bas ultime. La pornographie, là, c'est le nivellement par le bas. Quand un gars est bien excité, là, c'est comme, il ne voit pas la couleur ou rien, ou c'est comme... Je parle pas pour moi, je parle... La sexualité, c'est par exemple, comme Gengis Khan, il courait après les Européennes, et puis les conquistadors aimaient bien les femmes mayas, et puis finalement, les Français se sont retrouvés en Afrique. Puis c'est comme, la sexualité, c'est comme le plus petit dénominateur commun de l'humanité. Ils le savent. Je dis ça en rigolant, mais ils le savent. Et donc, il y a cette espèce de nivellement vers C'est pour ça qu'on a une hypersexualisation, tout en détruisant les cultures avec l'immigration et la laïcité, tout en faisant la promotion de la pornographie, de l'hypersexualisation, etc. Tout ça est un seul et même truc. Donc, il y a un lien entre l'immigration et la nécessité de la laïcité, puis la laïcité implique la sexualisation. Et à partir du moment où est-ce qu'on parle de sexualisation des enfants, il faut dire sexualisation des enfants, comme Jean-Dominique Michel, puis après tu dis sexualisation des enfants, puis là, l'État embarque avec des livres et des manuels et des contenus scolaires de sexualisation des enfants. Voyez-vous l'espèce de loop, etc. Voilà. Donc, le 13 septembre, Tommy Robinson, justement, mène des marches en Angleterre, une gigantesque marche, ça va être dans plusieurs villes, là, contre l'immigration de masse. Tu recherches sur Google, puis tu ne trouves rien. Regarde, 13 September, Tommy Robinson. Puis la seule chose sur laquelle tu tombes, c'est la marche contre le fascisme, c'est la contre-manifestation. 100% des résultats, c'est la contre-manifestation. Il ne parle même pas de Tommy Robinson, c'est la contre-manifestation. Voilà. Donc,
On est dans un système où est-ce qu'on est si on n'arrête pas l'immigration rapidement, on va se retrouver dans un système où toute forme de vivre ensemble, d'égalité et ou de réconciliation ne sera plus possible bientôt à cause des débordements, du clash des civilisations. Il nous reste très peu de temps pour arrêter l'immigration. C'est pour ça que l'administration Trump met beaucoup d'efforts là-dessus, puis critique, et puis essaie de réguler ça, puis... parce que c'est ça, on rentre, il reste très peu de temps pour essayer de sauver ce qu'on pourrait appeler le vivre ensemble. Et puis, il y a des liens entre, c'est ça, c'est pernicieux le système mondialiste parce que l'immigration de masse, ça crée de l'insécurité, ça permet la société de surveillance, ça nous impose, ça nous amène à la laïcité. La laïcité, ça peut être un concept intéressant quand tu as une société homogène, quand tout le monde est de la même religion, ou presque, là, quand tu as 90% de la société qui est de la même religion, puis qui, il y a comme on s'entend sur la majorité des codes, on vit dans la même culture, etc. Ouais, OK. Séparation de l'État, et là, très bien, OK. Mais, je veux dire, dans une société, c'est ça, dans une société avec plusieurs religions, ça mène à des effets pervers. Puis on regardera de toute façon, regardez, par exemple, la Pologne, la Hongrie, la Lituanie, etc. C'est des démocraties, puis ils n'ont pas une espèce de fixation sur la laïcité, puis ils vivent très bien. Puis c'est justement à cause qu'ils n'ont pas de laïcité que ils sont capables de maintenir leur cohésion. Ils ne sont pas obligés de prendre tous les peuples de la Terre. Ils peuvent dire genre, ouais, non, cette civilisation-là, c'est contre. Nous autres, on a une histoire chrétienne, on est comme... Regardez tous nos noms de rues, les noms des villes, notre histoire, telle place a été fondée par telle personne, et puis et donc on veut garder notre continuité historique. La laïcité, justement, j'ai déjà expliqué tout ça, empêche tout ça. Donc voilà, donc à travers le truc, tout ça s'est produit cette semaine, à travers le cheval de Troie des prières de rue, et le dépôt simultané du projet de loi sur la laïcité, on arrive à des trucs genre, où est-ce que finalement, c'est ça, la religion est le dernier obstacle à la sexualisation des enfants. Si vous y pensez correctement, là, c'est ça, la religion, c'est le dernier obstacle à la sexualisation. Les parents qui refusent, là, souvent, c'est parce que ils ont des principes moraux, parce qu'ils sont religieux, ils sont chrétiens. Même les musulmans, ça inclut aussi les musulmans. Mais parce que les musulmans ont des principes moraux. C'est pas juste des prières de rue. Là. Ils ont même très à cheval sur beaucoup de choses. Et ils ont raison même sur beaucoup de choses. Il n'y a pas juste de la critique à faire sur l'islam. Il y a plein de choses où ils n'ont pas sombré aussi bas que nous, par exemple. Mais il y a un lien à faire entre sexualisation, éducation à la sexualité. Et d'ailleurs, l'éducation à la sexualité est nécessaire. Si vous lisez Le meilleur des mondes, encore une fois, j'ai expliqué ça, là, mais je le refais. Si vous lisez Le meilleur des mondes de Aldous Huxley, c'est Le meilleur des mondes, pas 1984, c'est Le meilleur des mondes, il explique pourquoi il faut que les enfants soient sexualisés en bas âge. Parce que tu veux, dès 3 ans, tu veux qu'ils apprennent à se masturber. Tu veux pas qu'ils aient de capacité de retenue. Tu veux des animaux, tu veux des êtres pulsionnels qui répondent rapidement à leurs pulsions. Quand tu leur dis quelque chose, là, quand tu leur vends un produit, ils le veulent et ils l'achètent tout de suite. Ça fait des consommateurs qui n'ont pas de capacité de... La masturbation fait ça. On pourrait dire la masturbation excessive, là, pour pas que je reçois trop de tomates, là, mais c'est pour en fait, il dit littéralement Aldous Huxley, c'est le plan de la gauche anglaise des années 30. Plus les gens, c'est ça, le nivellement par le bas aussi, plus les gens répondent à leur pulsion. Donc, ils ont une petite affaire, là, comme « Oh, ça chicote, le genre, tu t'en vas te masturber. » C'est comme, tu réponds rapidement à ta pulsion. T'es pas capable ton système nerveux n'est pas capable de se retenir. Or, la retenue, c'est le fondement de la socialisation. C'est ce qui fait en sorte que tu travailles sur le long terme, tu es capable de retenir l'urgence d'avoir un résultat immédiat pour tes trucs. Vous comprenez? Tu sais, c'est comme souvent les jeunes, on dit, ils veulent avoir des résultats immédiats, ils ne sont pas capables de travailler sur le long terme. Mais c'est parce qu'ils ont pas de impulse control. Ils laissent libre cours à leurs impulsions. Et ça, c'est expliqué, cette volonté des mondialistes de faire en sorte qu'on a une population qui laisse libre cours à ses impulsions
Ça a été expliqué dans Le meilleur des mondes et ça commence avec l'incitation à la masturbation qui est dans les cours scolaires. Moi, j'ai retiré mon fils du cours de sexualisation. Quand ses amis lui ont dit, ils nous ont incité à nous masturber, ils nous disaient que c'était correct de se caresser, etc. C'est de l'incitation à la masturbation parce qu'ils veulent, comme l'explique dans Le meilleur des mondes, créer des êtres pulsionnels. Et pour avoir des cours où est-ce qu'on incite des gens à la masturbation, il faut faire sauter la religion, les principes moraux, où est-ce qu'il y a de la retenue, parce qu'il y a de la retenue dans la religion, non, qui mène à la socialisation et au travail sur le long terme. Et ça passe par, maintenant, comme la laïcité. C'est pour ça que la laïcité détruit les religions. Tu utilises l'immigration pour faire en sorte que non, on ne peut pas vivre ensemble sans laïcité. Donc, laïcité est obligatoire pour... Puis dans la laïcité, tu as le truc, genre, où est-ce que tu veux détruire les religions parce qu'il y a de la retenue qui mène à la sexualisation. Et la sexualisation qui t'amène à des êtres pulsionnels, qui t'amène au meilleur des mondes. Je suis pas fou, là. Il faudrait que je fasse un web journal où est-ce que je l'explique très, très, très tranquillement. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez compris. Il reste quoi? 1h23. On va arrêter ici. On va juste dire, en pensant à cette jeune fille qui n'avait aucun homme pour la protéger, qui était agressée par des migrants dans une stratégie de clash des civilisations, on va lui dédier ce clip-là de Mel Gibson dans Braveheart. Sons of Scotland, I am William Wallace. You've come to fight as free men. Free men you are. What will you do without freedom? Will you fight? Fight and you may die. Run, you'll live. Unleash the wild. And dying in your beds, many years from now, would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance, just one chance, to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom! Laissez-les pas détruire la civilisation occidentale, OK? All right, alors on remercie ceux qui ont fait une contribution à Radio-Québec, ceux qui nous permettent de continuer à faire ce travail, des fois déplaisant, des fois stimulant, mais qui est d'utilité publique, comme beaucoup de personnes le disent. Donc, ça se fait grâce à des personnes qui nous soutiennent financièrement, qui font ça dans l'ombre, et il y a des gens qui me disent « As-tu reçu cet argent-là? As-tu reçu mon don? » etc. Des fois, je suis sur le bord de répondre ou je prends la notification comme sur mon cellulaire à un feu rouge, puis j'oublie de répondre, je m'excuse. Là, et donc, on vous remercie tous, ceux qui nous appuient, ceux qui font en sorte que Radio-Québec existe. Je pense qu'encore une fois, on fait une différence majeure dans la guerre de l'information et contrairement à beaucoup, on n'est pas revirable. Nous autres, ils savent, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est nous détruire. Nous ne pourrons pas nous revirer à Radio-Québec. On ne changera jamais notre ligne à Radio-Québec qui est la même depuis 7 ans, depuis bientôt 8 ans. Et vous allez avoir toujours du langage direct à Radio-Québec. On ne va jamais essayer de sauver, genre, un web journal comme ça où est-ce que je critique Jean-Dominique Michel. Il y a une partie des auditeurs qui n'aiment pas ça, puis qui nous financeront pas, puis qui vont se désabonner, etc. Mais on n'a jamais fait dans de la cheap communication pour des clics et ou pour sauver notre financement. On n'a jamais fait ça. On a une espèce d'intégrité où est-ce qu'on va directement à l'essentiel, puis on dit ce qu'on pense. Puis vous allez toujours avoir ce qu'on pense à Radio-Québec. Jamais genre on n'est peut-être pas assez diplomatique. Des fois, on panique, puis c'est comme... Mais c'est ça. Donc, vous allez toujours avoir ça, de l'authenticité à Radio-Québec. Et donc, pensez à nous soutenir si ce n'est déjà fait. On parle aux 90%, 98%, 99% des gens qui écoutent comme ça. On le fait à la fin, on devrait le faire au début, mais les gens qui ne l'ont jamais fait, des fois, il y en a un ou une qui se dit « Ouais, c'est vrai, il a dit ça, et puis ça fait 3 ans que je l'écoute, et puis je n'ai jamais pensé, et puis voilà. » Donc, pensez à nous. L'information sans compromis, Radio-Québec, sans gants blancs. Et pensez à Trump qui est combatif. Des fois, on dit « Oh, Alexis, les chicanes, blablabla. » Trump est arrivé en politique, puis il n'a pas mis des gants blancs, il a mis des gants de boxe. Puis là, quand on est sur Twitter, puis on utilise des gants de boxe, les gens disent « Ouais, mais tu comprends qu'il n'y a rien qui se passe avec des gants blancs. Il n'y a rien qui change avec des gants blancs. »
Il n'y a rien qui change avec des gants blancs. Je ne suis pas Gandhi, fuck. Peut-être plus tard, quand je parlerai de philosophie, vous trouverez genre, ah oui, il est rendu sage, etc. Mais pas en politique. Si tu veux que les choses bougent, il faut que tu brasses la cage. That's it. Il faut que ça déplaise, il faut que les gens pensent. Puis si tu veux que les gens réfléchissent, il faut que tu les secoues un peu, sinon ils sont dans leur divan, puis ils sont juste comme, oh, tu utilises un langage que... Non, pas toi, puis pas toi, là, c'est pas... mais je parle d'autres personnes. Fait qu'il y a Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal-Québec, H2L, 4Y5. Différentes façons de nous aider. On donne toujours les références sous nos vidéos par transfert Interac. Bitcoin, PayPal, carte de crédit, etc. Ce n'est pas possible sans votre soutien. Voilà. J'ai été voir, on va terminer là-dessus, 27, il me reste encore une minute peut-être, le film F1 avec mon fils hier. Et je pensais juste avoir un bon film avec un peu d'action, puis un peu d'action de course. Mais finalement, c'est un excellent film. Et donc, je le recommande. Je veux avec Brad Pitt, là, tu te dis, genre, ça va être un film avec Brad Pitt, très ordinaire, etc. Mais c'est un film qui est bien fait. Il est juste vraiment bien fait. Il est bien ficelé. Il y a comme plein de... comme c'est un beau travail. C'est comme les web-journaux, des fois, sont brouillons, puis sont comme là, tu te dis, ouais, il y a des bonnes idées, mais il y a des gens qui critiquent, c'est chaotique ta façon d'expliquer ça. Mais ça, c'est un film qui est bien fait, qui est bien ficelé, puis c'est même pas le sujet de la F1 qui est intéressant. C'est même pas le sujet de la piste de course, c'est la façon dont le scénario est fait. Moi, si j'ai pas un scénario intéressant, je décroche rapidement. C'est pas un film avec beaucoup d'effets spéciaux, mais c'est juste vraiment, tu as l'impression que c'est un film de qualité, là, et donc je le recommande pour ceux qui ne l'ont pas vu. F1 avec Brad Pitt et Javier Bardem. Voilà, c'est ce qu'on a pour vous aujourd'hui. Désolé encore pour la partie déplaisante du Web Journal et dites-moi ce que vous pensez. Je vous ai parlé du supplément. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez, il y a d'autres trucs comme ça. J'ai parlé de l'énergie cellulaire, mais il y a aussi les hormones. Voilà. On lance ça. Allez, on se donne rendez-vous une autre fois, au maximum dimanche prochain pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Salut!